sur ce, nous allons passer à la conférence de M. Alexandre Leboeuf qui s'intitule Le merveilleux de la mythologie comme modèle spirituel et paysage éthique, c'est-à-dire résurgence de son rôle éducatif, par exemple dans le cursus philosophique au collégial. M. Leboeuf est professeur de philosophie, peintre, poète, essayiste et passionné de mythologie grecque. Il accompagne depuis 2007 des groupes d'étudiants en Grèce. Il recherche avant tout une expérience de partage lors de ses voyages. Il prend plaisir à raconter les mythes des anciens et par une approche dynamique et respectueuse, il s'amuse à redonner vie à un monde légendaire trop souvent négligé. Quelque part entre le ludisme du récit, l'effort philosophique et la démarche philologique, son travail sur la mythologie grecque se veut une véritable occasion de voyager. Alors à vous, faites-nous voyager, Monsieur Leboeuf. Bonjour, merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je prends le temps de remercier tous les participants. C'est un événement qui est très intéressant. Je suis content moi-même d'y participer, mais je suis surtout content d'assister aux différentes conférences qui, telles que promis, et il faut le souligner, ce n'est pas de la flatterie, mais vraiment un constat, tel que promis, nous font visiter effectivement toutes sortes de domaines. Là où, personnellement, en tout cas, j'en fais l'aveu, je ne m'y connaissais beaucoup moins et j'apprends à découvrir ces champs-là d'intérêt avec vraiment beaucoup de passion. Merci beaucoup donc aux participants. Merci aussi aux organisateurs. De façon très simple, aujourd'hui, bon, le virtuel rendant les choses difficiles, le voyage va être abrégé de quelques manières, mais je voulais quand même profiter des quelques minutes que j'avais devant moi pour vous rendre compte d'une expérience que j'ai menée entre les années 2017 et 2020 auprès de 800 élèves, grosso modo, au cégep de Sorel-Tracy. Cette expérience-là commence en germe il y a une quinzaine d'années lorsque j'ai débuté les voyages d'études avec mes étudiants en Grèce. Rapidement sur le terrain, moi qui aimais partager spontanément les histoires qui ont formé ma jeunesse et qui m'ont formé comme éventuel chercheur, je me suis aperçu que les étudiants prenaient un vilain plaisir à se rassembler autour de moi sur un site tel que l'APNIX, sur un site tel qu'Olympie, pour écouter les récits d'une mythologie qui, pour eux, était plus ou moins bien connue, avouons-le. Ces récits-là, qui me semblaient au début être l'occasion d'introduction plus technique, qui me semblaient au début être un moment de rencontre, de pause agréable, de pur ludisme, se sont vite montrés porteurs d'une curiosité que je n'avais pas soupçonnée. Autrement dit, je me suis aperçu assez rapidement que les moments où je prenais la posture du conteur mettaient mes étudiants dans une disposition intellectuelle tout à fait insoupçonnée et les rendait plus ouverts au discours technique que je voudrais par la suite greffer à la visite ou greffer à notre perspective d'intérêt pour un site archéologique donné. Donc, l'intuition m'est venue pendant ces voyages de considérer ou d'essayer de travailler le mythe, non plus comme un matériau parallèle à l'exercice philosophique ou un matériau folklorique qui viendrait colorer nos visites en Grèce, mais comme un élément, un outil contributif d'une expérience philosophique profonde. Et là, il faut se mettre en contexte très rapidement. Je ne voudrais pas tomber dans les détails de l'écrit que je rendrai disponible prochainement, mais l'histoire des rapports entre mythologie et histoire, qu'on vient de mentionner, l'histoire des rapports entre mythologie et philosophie est très complexe. De façon générale, et sans faire trop de vulgarisation ici, on a longtemps voulu établir un schisme, une rupture entre ce qui relève du mythe grec et ce qui relève davantage de l'histoire ou de l'exercice philosophique à proprement dit. On a bien voulu considérer que le mythe nous donnait une couleur historique du paysage dans lequel la philosophie naissait, mais aller plus loin et considérer le mythe comme un matériau dont l'apport philosophique serait pertinent a été fait avec gêne et j'aurais tendance à dire dans des cas minoritaires, voire dans des cas quasi hérétiques. L'intuition donc qui m'était, ou le questionnement qui m'était venu en tête, c'est peut-on aller
au-delà de ces oppositions-là classiques entre mythe-histoire, mythe-logos, mythe-connaissance, et questionner véritablement l'avantage de l'utilisation d'un mythe dans le cadre de cours de philosophie. Et mon intérêt, il est à ce moment-là strictement pédagogique. Peut-on faire du mythe un outil favorisant l'éveil intellectuel de jeunes philosophes? En particulier, et là je ne veux pas être chauvin, mais dans le cadre des études québécoises où la présence de la philosophie est de plus en plus fragilisée, souvent limitée au contexte collégial, très peu vue au secondaire, voire au primaire. J'ai décidé, à partir de ce questionnement-là sur le rôle potentiel du mythe dans l'enseignement de la philosophie, j'ai décidé de mettre sur pied une expérience qui est relativement simple, qui tout d'abord consistait à travailler le cursus mythologique, à reprendre des mythes qui n'étaient plus narrés, mais qui étaient sous forme de manuels plus classiques présentés dans leurs grandes lignes, et à leur redonner à ces mythes-là une constitution proche du conte. Je me suis aussi amusé, ça a été mon intérêt des dernières années, à reconstruire, à réécrire des mythes dont seuls de courts fragments nous est encore disponibles. Donc, tout mon projet, si jamais ça peut intéresser certains ici, d'antimanuel de la mythologie grecque, publié chez l'Instant même, consiste à redonner cet élan-là à des fragments de mythes beaucoup moins connus ou carrément perdus à travers l'histoire. Voire par moments, c'était ma liberté de conteur, à reconstruire des versions, selon moi, plausibles de mythes dont on a carrément perdu la trace. Donc, ce projet-là consistait à redonner forme à des mythes, puis ensuite, en passant en classe, à prendre une partie de mes périodes d'enseignement pour m'asseoir avec mes étudiants et raconter certains de ces mythes-là pour mettre la table à une période qui se voulait davantage philosophique, un peu plus sérieuse et ainsi de suite. Je me suis rapidement rendu compte que, comme pour ce qui était le cas des voyages, l'utilisation du mythe en classe s'est avérée extrêmement pertinente pour toutes sortes de raisons dont je vais vous faire part aujourd'hui. Donc, mon hypothèse était la suivante, et c'est celle que je vous invite à réfléchir avec moi. Le mythe représente un outil pédagogique qui favorise l'expérience et l'enseignement de la philosophie, en particulier au collégial, mais j'ose imaginer de façon encore plus forte dans un enseignement au secondaire. Les différents arguments que j'ai mis en place et que je vais visiter dans les moindres détails avec, bien entendu, une revue de la littérature dans l'écrit qui sera prochainement publié, vont aujourd'hui être résumés à l'essentiel. Je vais m'en tenir à 5 grands pans de ma recherche qui m'ont amené tout d'abord à considérer le mythe dans sa forme de récit et de voir là ce que le récit mythologique grec peut amener comme avantage dans l'enseignement de la philosophie. Le deuxième point va nous amener à considérer le mythe comme un stimulant mémoriel. Donc, il y aurait dans le récit grec, selon mes expériences, un apport au niveau du fonctionnement même de la mémoire de mes étudiants. Ensuite, je voudrais parler rapidement du mythe comme ouverture de la conscience, un outil qui nous permet de dépasser, on en a fait un clin d'œil tout à l'heure, de briser les ornières, de briser la cristallisation des dogmes et de nous amener dans une forme de mouvement intellectuel. J'aimerais aussi vous parler aujourd'hui du mythe comme une forme de revalorisation du réel. Et finalement, le point central de mon propos, qui mériterait à lui seul une présentation que je vais aujourd'hui tout simplement évoquer à grands traits, le mythe comme porteur d'un paysage éthique sur lequel ou à partir duquel pourraient réfléchir plus librement mes étudiants en dehors de préconceptions morales ou en dehors d'un terrain légal qui viendrait les contraindre à une certaine déontologie. Donc, voilà les 5 grands traits de ma présentation. Je vais essayer d'être quand même concis. J'essaierai aussi d'en rester à des conceptions vulgarisées. Tenez-moi au courant. S'il y a quoi que ce soit, je serai là pour répondre à vos questions.
Donc, l'expérience, je le disais tout à l'heure, consiste à prendre une trentaine de minutes en début d'une période. Sur les 15 semaines dans l'année, j'ai conduit l'expérience 5 ou 6 fois pour ne pas non plus transformer le cours en un cours de mythologie. J'ai la conviction qu'un bon enseignant est un enseignant qui possède divers outils pédagogiques. L'approche dont je veux vous entretenir aujourd'hui, malgré son intérêt pour moi, ne représente en fait qu'un des outils dans la panoplie du pédagogue. Un outil sur lequel je porterai l'entièreté de la lumière, mais qui n'est qu'un des outils, bien entendu. Donc, mes périodes se limitaient à quelques explorations, mais des explorations qui ont donné des résultats, pour moi, assez probants pour qu'on en fasse cas. Donc, premier des points, ou premier des arguments en faveur de la mythologie grecque comme outil pédagogique, récit et rencontre de l'autre. En adoptant la posture du conteur, je me suis rapidement rendu compte qu'une forme de hiérarchie habituelle qui s'installait en classe entre le prof et les étudiants disparaissait presque aussitôt. La prétention du conteur fait disparaître ou laisse place à une atmosphère en classe où la hiérarchie qui lie les étudiants aux profs semble laisser place à une rencontre. Donc, premier point, le récit nous permet d'établir une relation à l'autre qui brise la rencontre habituelle qui est hiérarchisée entre le prof et l'étudiant. Je ne voudrais pas par là laisser entendre que cette relation-là hiérarchisée a quelque chose de négatif en soi, loin de là. Particularité, par contre, d'une relation du conteur aux élèves, la hiérarchie laisse place tout à coup à un éveil inhabituel, à une nouvelle relation qui aura ses avantages et bien entendu ses inconvénients. Ce récit-là, donc, qui permet au conteur de recevoir des étudiants déstabilisés, pour moi, a laissé rapidement place à un dépassement des égos, à un bris ou à une ouverture vers la discussion, l'interprétation et rapidement le débat. J'ai des étudiants qui, lors des périodes habituelles, restaient complètement muets, bouillaient derrière la classe en voulant prendre position, mais pour mille et une raisons ne le faisaient pas, dans un contexte d'échange où le conteur laisse tomber sa prétention du pédagogue, du moins en apparence. Les étudiants, très facilement, allaient interagir, allaient laisser monter leur émotion et allaient vouloir partager par la suite des propos qu'on verra qui seront à teneur philosophique. Donc, la première idée, ce récit-là mythologique, comme toute autre forme de récit, en fait, je ne crois pas qu'on ait un point qui soit strictement propre à la mythologie grecque, mais en tant que récit, le mythe établit un rapport unique entre le conteur et ses étudiants, un rapport, comme je le disais tout à l'heure, qui permet un dépassement des égos et une rencontre d'échange, d'interprétation, de discussion assez inusitée. De façon plus terre à terre, ici, c'est un élément qui doit être souligné. Le récit de la mythologie grecque m'a permis d'identifier un rapport à la mémoire des étudiants qui était tout à fait significatif ici d'une forme d'émerveillement. J'appelle ce point-là l'arborescence. Le mythe grec, qui, vous le savez tous, se construit autour de connaissances qui vont rayonner par la suite dans notre culture occidentale, propose une arborescence, propose un voyage, propose des enchevêtrements de chemins qui ont permis à mes étudiants d'établir des réseaux mémoriels, et j'insiste ici sur le mot réseau, qui vont faciliter plus tard l'intégration de nouvelles connaissances. La forme du récit mythologique, l'arborescence du récit mythologique met en place un réseau d'idées plus ou moins bien connues de la part des étudiants, mais à partir duquel les informations nouvelles pourront trouver une place, d'une part, mais pourront ensuite être mises en interaction les uns avec les autres. Donc, l'idée ici que le récit, dans son arborescence
fournit le terroir sur lequel se greffera l'information et seront mises en relation les informations, est un point qui m'avait particulièrement stimulé dans l'étude un peu plus poussée que je vous proposerai plus tard du rapport au mythe à l'apprentissage. Je dois aussi souligner que dans sa forme de récit, l'arborescence que propose le mythe a quelque chose de foncièrement heureux. Raconter, c'est prendre plaisir au partage. Cette position-là a aussi fait en sorte qu'à travers le plaisir du pédagogue, mais aussi le plaisir de l'étudiant, la relation avec l'information devenait une relation de pur plaisir. Certains parleraient de gai savoir, j'avais plutôt tendance à parler d'une mémoire heureuse. Je me suis rapidement aperçu à travers les présentations narrées, à travers ce rôle-là que j'ai osé prendre du conteur, que mes étudiants, à leur insu, prenaient plaisir aux cours qu'on donnait, arrivaient avec un grand sourire, voulaient partager, riaient, se laissaient submerger par des émotions qui transformaient un cours plus ou moins théorique à la base en expérience philosophique, en expérience de vie. Et à ce moment-là, l'étudiant qui, par cœur, et là j'insiste sur l'expression par cœur, est en relation avec l'information, allait développer une mémoire que j'appelle heureuse, qui à son insu allait posséder des savoirs qui me semblaient beaucoup mieux ancrés. C'est les évaluations qui me le confirmeront par la suite, mais des savoirs beaucoup mieux ancrés que lors d'un cours où je demandais tout simplement de faire face à des connaissances et de les appréhender. Le mythe ose, à travers la narration, nous dire il y a quelque chose de joyeux à se frotter à la connaissance, et cette joie-là, loin d'être enfantine, nous présente le sérieux de l'ouvrage. Donc, voilà le deuxième point, l'implication émotionnelle que propose la narration des mythes nous mettait dans une disposition où l'arborescence proposée par le récit permettait une meilleure intégration de l'information et où la passion ou la joie de vivre qui était mise à l'avant nous permettait de mieux mémoriser. On dit souvent que l'enfant retient davantage ce qu'il apprécie. C'est aussi vrai de l'adolescent et clairement, dans mon cas, aussi vrai pour l'adulte. Troisième point, et là, à ce qui me semble, on tombe directement dans les spécificités du mythe grec et non plus dans les apports généraux du récit. Le mythe grec permettait des interventions où on laissait une place à une ouverture des possibles. Les étudiants, face à un récit nouveau, face à un récit fantastique, face à un récit où des personnages sortaient des contraintes du monde ordinaire, ont rapidement vu que toutes sortes de propositions avaient leur place dans l'échange d'un cours de philosophie, que toutes sortes de postures pouvaient, à titre d'hypothèse du moins, être mises sur la table et discutées. L'utilisation du mythe permettait donc à mes étudiants, à travers une forme d'émerveillement, de considérer non plus seulement une trame narrative habituelle, non plus seulement un réel normé, mais une ouverture des possibles où la réflexion ne devait pas subir les barrières des dogmes, les barrières des savoirs habituels, ou les barrières, les biais cognitifs, les ornières qu'on se posait, mais devait aller s'amuser à jouer hors des sentiers battus. Le récit mythologique, de cette manière-là, nous dit l'aventure, la découverte, le défrichage, la quête sont des modes d'exploration qui valent la peine d'être poursuivis. Et cette ouverture-là des possibles qui permettait à des étudiants d'oser des positions hors normes, d'explorer sans peur du jugement parce qu'on s'assoyait vraiment sur l'idée d'aventure, ont créé une chaîne cognitive qui me semble très, très, très intéressante ici, d'une posture d'émerveillement. J'ai vu des étudiants passer à une posture de curiosité qui les amenait à poser des questions qui n'auraient pas dû, dans un cours régulier,
théoriques à être posées, et cette curiosité-là qui exigeait des sources, qui exigeait des détails, qui posait de nouvelles questions, les ont amenés dans plusieurs cas à innover dans leur compréhension, dans leur développement de position personnelle et tout simplement dans la soumission de nouvelles hypothèses. L'ouverture des possibles que permet l'émerveillement, que permet donc le récit du mythe, crée cette chaîne-là, émerveillement, intérêt nouveau face à la matière, curiosité, oser poser de nouvelles questions, oser questionner aussi l'autorité de certaines sources et innovation, élan de la conscience qui ose mettre au devant de la scène des informations nouvelles, voire des nouvelles façons de travailler l'information. Tout ça dans un contexte, comme je le disais tout à l'heure, où l'interprétation, la discussion et les débats étaient rendus possibles à travers une hiérarchie nouvelle. Les étudiants qui voyaient l'ouverture des possibles comme un terrain de jeu acceptable en philosophie ont osé toutes sortes de choses dans leur rapport à l'autre, mais également dans leur rapport à la connaissance elle-même. Donc, le mythe comme nourriture de l'imaginaire et comme élan philosophique à travers une acceptation de notre curiosité. Le quatrième point sur lequel je voulais attirer votre attention et pour lequel j'accorde une trentaine de pages dans le dossier que je vous soumettrai un petit peu plus tard, le mythe nous permet de prendre position dans un monde occidental qui, pour les étudiants, est désenchanté. C'est un constat que j'ai dû faire dans les 15 dernières années d'enseignement. L'univers intellectuel de mes étudiants en est un qui est désacralisé. Un univers où l'Occident a subi un désenchantement de ses points de référence, de ses balises, de ses points d'ancrage, et où mes étudiants, face à des quêtes de sens liées au bonheur, à la liberté et l'authenticité, semblent démunis. Le discours mythologique, dans sa forme spontanée, qui nous propose une ouverture des possibles, qui nous propose une relation au bonheur, à l'émerveillement comme sain, crée un mouvement opposé où on accepte de donner à ce monde-là un côté enchanteur, sans tomber dans le discours magique, mais un côté joyeux, un côté où les valeurs prennent du sens, nous permettent de revoir ce que j'appelle les trois quêtes fondamentales de l'être humain, sans donner de recette particulière à ces quêtes-là, mais de revoir comme fondamentales les trois quêtes, je le disais tout à l'heure, quête de bonheur, quête de liberté et quête d'authenticité. Par ailleurs, le discours mythologique, dans son ouverture des possibles, nous présente aussi toute une faune, une flore de personnages à travers un polythéisme parfois difficile à suivre. J'ai eu l'impression que dans une démarche de réenchantement du monde, le contexte que le mythe proposait aux étudiants, dans un polythéisme complètement ouvert, nous amenait à développer un respect de l'étrangeté, un respect de la différence, ou un constat que cette différence-là représente au moins un fait. Toutes sortes de positions cohabitent. Le bon, le méchant ne le sont pas autant qu'on l'aurait cru. Il y a dans le mythe grec une ouverture où le statut final des personnages ou des événements s'inscrit dans la tragédie et non pas dans le jugement arrêté. Cette ouverture-là ou ce flou-là, cette diversité-là créait, dans un polythéisme ouvert, comme je disais, une ouverture à la différence. Très importante parce que sur une base philosophique, cette ouverture-là à la différence nous permettait, en sortant quelque peu de la radicalité du discours divin, nous permettait une forme d'humanisme, une ouverture, une considération de l'humain dans son rôle universel, dans son rôle au sein de l'univers, considération de l'humain, de l'autre, de la place que pourrait occuper le jeu à l'intérieur d'un nous et de cette dynamique-là qui nous permettra encore une fois de jouer dans des terrains d'interprétation variés, mais dans des terrains de discussion, voire de débat. J'ai aussi remarqué dans la même lignée que le réenchantement du monde que propose la mythologie
sans remettre en place un modèle arrêté de religion, nous permettait d'entrevoir le monde selon une forme de sacralité. C'est-à-dire que ce monde-là, quel qu'il soit, mérite notre respect. Il y a dans ce monde des choses qui nous dépassent. L'esprit grec viendrait souligner ici l'aspect tragique d'un univers dans lequel les dieux, les hommes et tout ce qui nous entoure sont pris au piège. Mais pour les étudiants, l'idée qu'un monde nous dépasse, peu importe sa nature, que quelque chose nous englobe, que quelque chose nous prend au piège, nous amenait à considérer que la valeur des éléments peut être jugée selon des grades de sacralité. Dernier élément, dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, l'utilisation du mythe comme base à la réflexion philosophique nous permettait aussi, mais peut-être surtout, des questionnements ouverts. Les mythes grecs foisonnent de récits et chacun de ces récits-là, à lui seul, représente un questionnement qui, à mon avis, se rapporte à éventuellement des questionnements philosophiques très sérieux. Ce qui me semble particulier à la mythologie grecque, contrairement à d'autres mythologies, on a parlé des grandes mythologies, des monothéismes tout à l'heure, c'est que rarement l'auteur ou le récit lui-même va statuer sur les réponses à donner aux différents questionnements. Certaines pistes sont parfois données, mais dans la plupart des cas, les questionnements demeurent des questionnements ouverts auxquels plusieurs solutions sont possibles. Pour mes étudiants, l'ouverture de ces questionnements-là nous permettait assez librement d'aller soumettre toutes sortes d'hypothèses et de réfléchir en termes d'éthique éventuellement à l'acceptabilité ou non de différentes solutions. De cette manière-là, on peut voir dans les mythes grecs, j'en donnerai des exemples à foison dans le texte du colloque, on peut voir que toutes sortes de comportements sont explorés, toutes sortes de psychés sont explorées, autant en termes d'action pure que d'intention, que de réseau de conséquences, et très rarement, des solutions arrêtées vont nous permettre de clore le débat. Au contraire, le foisonnement des solutions possibles nous met dans une disposition d'esprit où la réponse que l'on donnera ne sera qu'un moment dans une discussion ouverte que j'appelle l'éthique. On remarquera aussi que la plupart des comportements, la plupart des récits que nous proposent les mythes grecs touchent à une forme d'universalité dans les portraits des êtres humains qui en sont faits. Cette ouverture-là, cette universalité-là des situations, des portraits humains, laisse encore place à une pensée vivante, une pensée qui doit absolument entrer dans des modes d'exploration, dans des terrains où on ne peut se permettre la cristallisation des dogmes. On a ici ce que j'appellerais un paysage éthique, c'est-à-dire un paysage où des comportements, où des intentions, où des conséquences sont dépeintes, mais sans solution évidente. On est face à ce qu'on a appelé, face à Alexandre le Grand, le nœud gordien. On est face à cette situation-là où des fils se mêlent et où réduire cet entremêlement-là reviendrait à simplifier ou hyper simplifier la situation. J'aime que mes étudiants voient dans le paysage éthique une complexité dont les solutions ne sont pas simples. Je veux que mes étudiants voient que derrière les plus grandes évidences, en fait, se cachent des complexités inouïes. Je veux que derrière l'approche d'un quotidien rassurant soit présentée la beauté d'un monde dans sa complexité. Donc, on a ici, à travers les questionnements ouverts sans solution évidente que nous proposent les mythes, cet appel-là à une réflexion, mais une réflexion sérieuse qui, à travers le côté ludique d'origine, nous plonge dans la tragédie humaine où ce que l'on connaît moins
ce que l'on ne connaît pas semble plus intéressant que les éléments d'évidence qui avaient construit nos identités de départ ou nos billets d'origine. Donc, voilà un petit peu les points sur lesquels je voulais aujourd'hui vous entretenir, points qui, de façon générale, nous montrent qu'il y a dans l'approche du récit des éléments qui vont mettre dans une disposition d'ouverture l'étudiant et qui vont lui montrer que la matière philosophique doit avant tout être une matière qui nourrit la recherche, qui nourrit la réflexion, plutôt qu'une matière qui s'arrête à des solutions cristallisées ou qui s'arrête à des solutions déjà existantes. Alors voilà pour ce qui est du propos général. J'espère ne pas avoir trop coupé les coins ronds, puisque chacun des points va exiger un développement et une revue de la littérature très pointilleuse. Aujourd'hui, je voulais en rester aux grandes lignes. Voilà. Alors, merci, M. Leboeuf. Il nous reste une bonne dizaine de minutes pour pouvoir discuter, poser des questions, commenter. Alors, qui veut entamer la discussion?